Bonjour amis abonnés, ici Émilie et Marine pour une nouvelle chronique littéraire comme tous les lundis à 13h30 sur notre chaîne YouTube. Chaque semaine, nous choisissons de répondre aux questions que vous vous posez sur une thématique liée à l'apprentissage du français à l'école maternelle et élémentaire. Aujourd'hui, nous parlerons donc du récit ainsi que sa place au sein des enseignements à l'école. Vos questions ont été nombreuses, nous en avons donc sélectionné 4. C'est parti! Question très générale mais très importante. Qu'est-ce qu'un récit? Un récit est une narration. Étymologiquement, narration est un nom formé à partir du mot latin narratio, venant lui-même de narrare, qui signifie raconter. Vous l'avez compris, un récit raconte donc quelque chose, une histoire. Quel élément essentiel à la narration est d'ailleurs lui-même construit à partir de cette racine, Marine? Eh bien, il s'agit évidemment du narrateur qui a pour rôle de raconter, narrer l'histoire, à ne pas confondre avec l'auteur du récit. Lui est celui qui écrit, mais il peut également être celui qui raconte, dans le cas d'une autobiographie par exemple. Il peut d'ailleurs occuper 3 places différentes dans le récit, qu'on appelle point de vue narratif. Le narrateur omniscient, comme son nom l'indique, possède tous les savoirs. Il est donc informé de tout ce qu'ont vécu, vivent et vivront tous les personnages, ainsi que leurs sentiments les plus profonds. Le narrateur interne, lui, se limite au point de vue d'un personnage. Il ne sait et ne voit que ce qui est perçu par ce personnage. Le narrateur externe possède le point de vue le plus objectif et neutre d'une narration. Il se contente simplement de retranscrire les faits. Cela fait déjà beaucoup de choses et pourtant ce n'est que le début. Émilie, pourrais-tu expliquer les grandes caractéristiques du récit que l'on appelle le schéma narratif? Classiquement, le schéma narratif se découpe en 6 étapes. Tout d'abord, la situation initiale. Elle présente les personnages et la situation. Puis, l'élément déclencheur ou perturbateur change la situation initiale et déclenche les actions. Ensuite, les péripéties sont une succession d'éléments qui modifient le cours de l'histoire. L'élément de résolution ou le dénouement met un terme aux actions et conduit enfin à la situation finale où le récit s'achève. La boucle est bouclée et c'est le retour à une situation stable sans perturbation. Toutefois, les événements peuvent être racontés autrement. En effet, au lieu de suivre un ordre chronologique classique, l'auteur peut décider de faire des projections dans le futur, appelées prolepses, ou des retours en arrière, appelés analepses, ou encore il peut passer sous silence certains événements qu'il juge non pertinents. Cela s'appelle des ellipses. Différents temps sont employés dans le récit. 2 temps du passé, afin de décrire les actions ou les personnages, il s'agit du passé simple et de l'imparfait, puis également le présent, afin de rendre plus vivants des événements. Il me semble que nous avons pleinement répondu à cette première question. Il serait donc temps de se pencher sur notre deuxième question qui est la place du récit dans les programmes. Nous pouvons vous affirmer que le récit tient une place fondamentale dans les programmes scolaires, que l'on soit en cycle 1, par le biais des albums de jeunesse, ou les autres cycles de l'école élémentaire. Ce récit peut prendre plusieurs formes. Il peut à la fois relever de l'oral, avec par exemple des lectures d'histoire, de comptines, mais aussi de l'écrit, et notamment de production autonome d'écrit, par exemple une consigne racontée à la manière d'un récit. On pense souvent au récit dans la discipline du français, mais il faut savoir que l'on peut le retrouver dans d'autres, tels qu'en histoire par exemple, avec un récit sur le temps des rois. Ainsi, il s'agit d'une thématique fondamentale dans l'apprentissage de la langue, car il permet une réflexion autour de celui-ci, mais également de l'oralisation et de l'expression. À la fin du cycle 3, les programmes de 6e insistent sur la place à accorder au récit en histoire, et plus spécifiquement sur la compétence savoir faire un récit historique. Par ailleurs, certains auteurs ont critiqué cette place du récit, et notamment dans les programmes d'histoire à l'école élémentaire. Nous avons pour vous sélectionné une partie qui reprend ces éléments de critique. Émilie, tu nous en fais la lecture? Bien sûr. Critique du récit. Il y aurait dans le récit une impossibilité didactique structurelle en offrant au regard des élèves un récit figé dans sa superbe, univoque, clos, empêchant par nature l'exercice d'un regard critique. Un constat énoncé sous l'angle de l'évidence. Comment un esprit critique pourrait-il se construire sans s'exercer?
Le récit est l'inverse de la comparaison des sources. Il est l'antithèse de la démonstration argumentée. En un mot, il est la restitution d'un discours unique et partial, et d'autant plus invérifiable qu'il s'adresse à des élèves en bas âge, à même d'entrer dans le récit sur le mode où, à peine quelques années avant, ils entraient dans les contes merveilleux de l'enfance, où le roi donne sa fille à un jeune prince charmant toujours sauveur. De ce fait, le récit est renvoyé à un mode de transmission où il constitue un rapport passif à un patrimoine flou, du même registre que les histoires de loups et de princes ou des trois petits cochons. Enfantin et surtout transmis à l'inverse d'un rapport actif et citoyen à l'histoire. Pire même, en s'inscrivant dans la mémoire des élèves, le récit peut représenter une telle empreinte que la réflexion critique sera toujours marquée par cette narration initiale. Pour bon nombre de didacticiens, l'histoire, celle qui doit être enseignée, ne peut être réduite à une histoire racontée et enregistrée par les élèves. Ce ne peut être qu'une histoire vidée de presque tout son savoir, où les concepts sont absents. Qui plus est, l'histoire-récit est le produit fini de la recherche qui masque les cheminements, les interrogations, les constructions intellectuelles et les points de vue. À l'origine intellectuelle de la didactique, il y a précisément ce souci de déjouer les implicites et de recentrer les activités des élèves sur des démarches explicites et renouvelables. Apprendre à apprendre plutôt que recevoir passivement un savoir préconstruit. Nous pouvons donc dire que cet article nous présente une des limites du récit. En effet, le récit doit être utilisé à bon escient par l'enseignant. Il ne faut pas le considérer comme un garant d'une vérité générale, mais comme un outil servant de support pour illustrer un contenu. En le considérant de la sorte, l'élève devient capable d'une prise de recul par rapport aux écrits, et cela favorise une meilleure réflexion personnelle qui n'est pas guidée ou influencée par une seule source. Ce récit tient donc une place importante, mais il peut également prendre la forme de projets très différents. C'est d'ailleurs la troisième question que se posent nos internautes. Quels projets en classe peuvent prendre la forme d'un récit ? Le récit peut prendre des formes très variées et riches, qui permettent de l'envisager autrement. Les élèves n'ont donc pas une impression de redondance dans leurs travaux. Par exemple, il est possible d'imaginer, à l'issue d'une sortie au musée, un récit résumant les différentes œuvres vues et étudiées en reprenant leurs descriptions, leurs époques, etc. Nous pouvons également imaginer d'autres projets tels que la réalisation d'un récit autour d'une pièce de théâtre mise en scène par les élèves eux-mêmes. Ils créeraient le récit d'une pièce, puis le mettraient en scène en devenant ainsi auteurs et acteurs du projet. Un récit de voyage au cours d'une classe découverte peut être une idée de projet également. En effet, durant la classe découverte, l'enseignant peut proposer à ses élèves de rédiger des lettres à leur famille sous forme de récit. De plus, au retour d'une classe découverte, il peut également initier la rédaction d'un courrier adressé à une autre classe afin de leur conter le séjour. Tout cela est vraiment très intéressant. Et puisque nous sommes dans cette idée de variété et de richesse dans le récit, regardons la question suivante qui peut s'inscrire dans la même idée. Quels supports peuvent prendre la forme d'un récit ? Plein de choses sont à imaginer et à inventer pour penser le récit d'une façon plus originale. Varier les supports conduira de plus à une meilleure attention de la part de vos élèves, puisque cela apportera un aspect ludique à votre récit. Ainsi, il est possible d'utiliser des supports tels qu'on les connaît déjà, de nature textuelle tout d'abord, sous forme de contes, de bandes dessinées, de récits de voyage, de journal des élèves, de correspondance avec d'autres écoles. Tout à fait, et si les lettres et le papier vous chiffonnent, vous pouvez opter pour un support plus moderne en utilisant le visuel. Construire ces récits à partir d'outils technologiques plus récents est également concevable. Par exemple, le site Book Creator permet de créer des livres sous un format numérique dans lequel on peut y ajouter des images, du son ou autre animation. Il est aussi possible de s'enregistrer avec des logiciels tels que Audacity. Les élèves se sentiront d'autant plus mobilisés dans la construction du récit et de plus, cela contribue à la familiarisation avec ces outils technologiques et leur créeront une première culture du numérique très importante qui est mentionnée dans les programmes. Cette question du récit est tout à fait intéressante car on pourrait à première vue penser que les travaux autour de ce thème sont très restreints, mais nous venons de prouver qu'il est possible d'envisager ce récit sous d'autres formes et ainsi faire profiter aux élèves de toutes les richesses que nous offre notre langue.
Il est absolument essentiel que les élèves travaillent autour de ce thème pour développer leur future expertise de la langue. Il faut pouvoir envisager beaucoup de productions d'écrits. Oui, tout à fait. Et ces productions peuvent être réalisées à tout moment au cours de la journée, soit entre deux activités, soit en début ou en fin de journée. Un enjeu particulier est à fixer lors des consignes de rédaction, afin que les élèves s'investissent dans le travail et développent leur volonté, ainsi que leur plaisir d'écrire. Nous finirons sur les intérêts qui sont nombreux et très enrichissants pour les élèves. Tout d'abord, cela favorise leur imagination et ce n'est pas négligeable. De plus, écrire et rédiger permet aux élèves de travailler leur pratique de la langue française et leur esprit de synthèse et d'analyse si le récit est en histoire. Les moyens possibles sont également nombreux et nous avons déjà évoqué certains précédemment. Il est vrai qu'il s'agit d'une discipline qu'il est préférable de réaliser de manière individuelle afin que chaque élève puisse développer ses compétences. Cette vidéo est à présent terminée. C'était Émilie et Marine dans Culture numérique. Nous espérons avoir répondu à toutes vos interrogations et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.